Alors, je vous propose d'écouter donc ce premier cours de biologie intitulé «Qu'est-ce que la biologie?» sur un mode relaxé, de façon à pouvoir vous faire vos propres représentations, les laisser exister et s'imprimer en vous. Alors pour cela, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez changer votre position à tout moment, si vous le souhaitez. L'idée pour l'instant, c'est tout simplement de vous installer et puis de commencer à vous relaxer tranquillement. Et pour cela, je vais vous proposer d'observer simplement vos points d'appui, les points d'appui de vos pieds sur le sol pour commencer. Et puis vous allez continuer à cheminer. Vous pouvez prendre conscience des points d'appui de vos jambes. Donc à partir des pieds, vous prenez conscience des appuis de vos deux jambes. Vous arrivez au niveau de votre bassin, vous prenez conscience des appuis de votre bassin sur le support. Et du bassin, pareil, vous élargissez votre aperçu des appuis à l'ensemble du tronc. Vous prenez conscience donc des appuis qui existent au niveau de l'ensemble de votre tronc, donc du bassin jusqu'aux épaules. Vous avez donc conscience des appuis de la région du tronc et à partir de là, vous allez glisser le long des bras et prendre conscience des appuis de vos bras sur le support. Conscience des différents points d'appui de vos bras jusqu'au niveau de vos mains et de vos doigts. Si bien que vous avez conscience des appuis de vos deux bras. Et vous allez à présent remonter le long des bras et porter votre attention au niveau de la région de votre cou et de votre tête. Et prendre conscience des points d'appui qui existent dans cette région du cou et de la tête, si toutefois il y a des appuis. Vous avez donc conscience des appuis de l'ensemble de votre corps. Peut-être qu'après cette promenade dans votre corps, vous sentez que vous commencez tranquillement à vous poser. Et je vais vous proposer d'installer un peu plus profondément justement la détente en vous. Vous pouvez porter votre attention sur votre tête et installer tranquillement la détente au niveau de votre tête, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Et puis tout votre visage se détend, se relaxe, se pose. Puis vous sentez la détente gagner la région du cou, la nuque qui se relaxe, la gorge qui fait de même. Et vous continuez à installer cette détente agréable dans votre corps, à présent au niveau de vos bras. Détente de vos deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Conscience de vos deux bras relaxés et détendus. Et conscience de la détente qui continue à s'installer à présent au niveau de la région du tronc. Détente de toute la ceinture abdominale. Également de toute la région thoracique et du bassin. Donc conscience de la détente de l'ensemble de la région du tronc, de la région thoracique jusqu'au bassin. Et puis vous installez enfin la détente au niveau de vos jambes, des hanches jusqu'au bout des orteils. Vous installez cette détente agréablement dans vos jambes. Et vous prenez conscience de vos jambes qui sont détendues, relaxées. Conscience de vos bras qui sont eux aussi détendus et relaxés.
conscience aussi des parties axiales du corps qui sont détendues et relaxées très confortablement et agréablement. Vous avez donc conscience de la détente que vous venez d'installer dans l'ensemble de votre corps, des orteils jusqu'au bout des doigts et jusqu'au sommet de votre tête. Et dans cet état de détente, eh bien, je vais vous proposer de laisser venir une image. Dans cet état de détente, je vais vous proposer de laisser venir peut-être l'image de la carte mentale ou peut-être l'image du diaporama. En fait, vous allez tout simplement laisser venir à vous les différents concepts que nous avons parcourus ensemble. Peut-être que vous pouvez revoir la première diapositive avec l'étymologie du mot biologie. Vous souvenir que bio veut dire vie, que logie veut dire le discours ou la science, et que par conséquent la biologie correspond à la science qui s'intéresse à la vie. Cette vie, vous pouvez vous la représenter avec vos propres images. Et cette vie, elle peut aussi être définie par la biologie. On peut par exemple définir la vie comme correspondant à une certaine organisation de la matière, bien que les êtres vivants soient constitués de la même matière que les éléments inertes. Sont constitués par les mêmes éléments chimiques. Peut-être que cette vie, vous pouvez aussi la voir comme étant correspondante, comme présentant des processus particuliers comme le métabolisme et la reproduction. Et peut-être que vous pouvez prendre conscience à nouveau de ce qu'est le métabolisme, vous le représentez. Prenez le temps de vous représenter ce métabolisme. Ou peut-être que vous pouvez voir tout un tas de réactions chimiques quand vous pensez au métabolisme. Eh bien, c'est une image tout à fait correcte, puisqu'effectivement, le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques. Et peut-être même que si vous regardez ces réactions chimiques qui s'inscrivent sur votre écran mental, peut-être que vous pouvez voir qu'elles sont de deux types. Certaines, les réactions du catabolisme, déconstruisent et libèrent de l'énergie, tandis que celles de l'anabolisme construisent et utilisent de l'énergie. Peut-être que vous pouvez voir ces réactions qui sont couplées ensemble et qui permettent la croissance des organismes, leur entretien ou tout simplement le maintien des organismes en vie. Peut-être qu'en pensant au métabolisme, en voyant toutes ces réactions chimiques qui se déroulent dans le corps d'un organisme, peut-être que vous pouvez aussi prendre conscience du fait qu'un organisme n'est pas un élément hermétique et qu'au contraire, il est en échange permanent avec son environnement. Il épuise de la matière, de l'énergie, et il peut aussi libérer ces éléments. Et peut-être que vous pouvez voir différentes formes d'organismes, peut-être que vous pouvez voir les deux grands types d'organismes que l'on peut définir justement par rapport à la nature de la matière et de l'énergie qui est utilisée, avec peut-être les organismes autotrophes que vous pouvez visualiser peut-être sous la forme d'un végétal, même si les végétaux ne sont pas les seuls organismes autotrophes. Peut-être que vous pouvez voir ce végétal, cette plante, qui est capable, à partir de matière inorganique, de produire sa propre matière organique. Peut-être que vous pouvez la voir en train de prélever du CO2 dans l'air, des minéraux dans le sol, en train d'utiliser l'énergie du soleil et en train de produire sa propre matière organique. Et maintenant, si vous focalisez votre attention sur un organisme
non pas autotrophe mais hétérotrophe, peut-être que vous pouvez voir cet organisme et bien qui va puiser de la matière organique pour fabriquer sa propre matière organique qu'il puise et dans laquelle il va aussi pouvoir et bien tout simplement trouver son énergie. Donc vous prenez conscience de ces images associées aux autotrophes et aux hétérotrophes. Et qu'il s'agisse de l'un ou l'autre type d'organisme, vous constatez toujours que ces organismes échangent avec l'environnement, qu'il existe un équilibre subtil, un équilibre dynamique entre ces organismes et leur environnement, et à l'intérieur des organismes eux-mêmes, un équilibre dynamique qui peut être imagé avec une image que je vous ai proposée, qui est l'image du funambule, qui reflète parfaitement cet équilibre dynamique qu'on appelle l'homéostasie. Donc vous pouvez visualiser cette homéostasie, le fait que les organismes gardent une certaine constance grâce à des mécanismes d'autorégulation qui vont permettre toujours de garder cette constance alors que tout un tas de réactions biochimiques se déroulent en eux, alors qu'ils sont en train d'exercer des échanges avec l'environnement, un environnement qui lui-même change. Donc vous avez pris conscience de ce processus qui caractérise la vie, le métabolisme, et je vous propose de prendre conscience du deuxième processus évoqué qui est la reproduction. Le fait que les organismes peuvent produire d'autres organismes semblables à eux-mêmes, c'est-à-dire qui leur ressemblent mais qui ne sont pas strictement identiques, puisqu'ils présentent quelques variations qui s'inscrivent justement dans le cadre de l'évolution. Alors vous pouvez continuer à visualiser ces organismes et peut-être que vous pouvez vous amuser à faire comme Hooke ou comme von Leeuwenhoek au XVIIe siècle. Peut-être que vous pouvez vous munir d'un microscope et observer au microscope ces organismes et constater qu'ils sont constitués de cellules. Les cellules, ces espèces de petites cases, les cellules qui forment l'unité fondamentale du vivant. Peut-être qu'en pensant à cela, peut-être que vous pouvez vous rappeler de cette théorie proposée par Schleiden et Schwann en 1839, la théorie cellulaire, selon laquelle tous les êtres vivants sont composés de cellules. Une théorie qui a été enrichie par Virchow et Pasteur, qui ont souligné le fait que toute cellule provient de cellules préexistantes, mettant ainsi un terme à ce que l'on appelait la génération spontanée. Donc vous prenez conscience de cette théorie cellulaire enrichie. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules, et toute cellule provient de cellules préexistantes, ce qui se formule aussi après Virchow par omnis cellula et cellula. Et donc vous pouvez voir une cellule et la voir comme une unité structurale du vivant, une unité fonctionnelle du vivant, une unité reproductrice du vivant. Et bien sûr, les cellules sont elles-mêmes constituées d'éléments, de molécules. Vous pouvez visualiser d'une manière ou d'une autre ces molécules comme bon vous semble. Ces molécules qui représentent le niveau moléculaire auquel s'attachent les biochimistes, les personnes qui font de la biologie moléculaire ou encore de l'enzymologie. Et puis à nouveau, vous pouvez quitter ce niveau des molécules pour aller à un autre niveau d'organisation du vivant, le niveau de base, retrouver tout simplement la cellule étudiée par la biologie cellulaire.
Et puis vous pouvez changer de niveau, des cellules vous passez aux tissus, étudiés en histologie. Des tissus vous passez aux organes, puis aux appareils, encore appelés systèmes, et puis à l'organisme. Organes, puis appareils au système, puis organismes qui sont étudiés en anatomie, en physiologie. Et vous pouvez prendre conscience du fait que les appareils au système vont constituer l'organisme lui-même, que les organismes vont constituer les populations, puisqu'ils échangent entre eux, et que ces populations s'inscrivent dans des écosystèmes, constituent ces écosystèmes, puisque, comme nous l'avons dit, les organismes échangent avec leur environnement. Vous pouvez penser à l'écologie ou encore à la biologie des populations, qui sont des disciplines qui s'intéressent à ces niveaux. Et puis vous pouvez peut-être penser à d'autres disciplines qui inscrivent les êtres vivants dans le temps, comme l'embryologie, la paléontologie ou encore l'évolution. Et vous prenez conscience du fait que tous ces niveaux sont intéressants, ce sont des façons un peu de structurer le vivant pour aussi tenter de l'organiser, de le comprendre. Et vous pouvez vous rappeler peut-être l'exemple du sceau de la grenouille et le fait que chaque biologiste aura des éléments à apporter pour comprendre le sceau de la grenouille. Et pour comprendre le vivant, vous pouvez aussi garder en tête deux points de vue qui, peut-être au lieu de s'opposer, peuvent être vus comme complémentaires. Le réductionnisme qui peut se comprendre par la phrase suivante, le tout correspond à la somme des parties, si bien qu'on peut comprendre ce tout en s'intéressant aux parties qui constituent ce tout. Le réductionnisme que l'on peut mettre à côté de l'émergence que l'on peut résumer en disant que le tout est plus que la somme des parties. Et dans ce cas, connaître les parties va certes amener des informations, mais ne permettra pas de prévoir le tout. Donc vous gardez en tête ces deux points de vue, et peut-être que vous pouvez passer à un autre point, aux méthodes qui sont utilisées en sciences. Peut-être que vous pouvez visualiser ces deux démarches que nous avons évoquées, la démarche exploratoire ou empirico-inductive. Vous vous souvenez, cette démarche explore parce qu'elle explore le monde. Elle va partir d'observations réalisées dans le monde et à partir de là, à partir de ces observations spécifiques, elle va forger des théories générales qui sont des propositions. Et puis à côté de cette première démarche exploratoire ou empirico-inductive, vous pouvez également penser à l'autre démarche, la démarche confirmatoire ou hypothético-déductive, qui part de théories générales et qui à partir d'elle va faire des prévisions et va pouvoir aboutir à des conclusions spécifiques. Peut-être que vous vous souvenez de l'exemple de la lampe, et puis des opérateurs logiques qui sont importants pour cette démarche confirmatoire ou hypothético-déductive. Ces trois opérateurs, si, et, alors, que l'on utilise de la façon suivante: si telle hypothèse et telle expérience, alors tel résultat attendu. Et puis vous vous souvenez de l'étape suivante: l'expérience est réalisée, les résultats sont observés et comparés aux résultats attendus, et alors on peut confirmer ou infirmer l'hypothèse. Peut-être que vous vous souvenez aussi des remarques évoquées, le fait qu'il est mieux d'avoir plusieurs hypothèses pour ne pas se lancer dans une quête de preuves, qu'une hypothèse, même si elle est confirmée dans un cadre expérimental donné, ne sera jamais acceptée comme une vérité.
mais qu'une hypothèse peut néanmoins être acceptée pour un temps donné si elle passe une épreuve que l'on appelle l'épreuve de la réfutation. Donc vous inscrivez en vous ces méthodes utilisées en science, et puis vous pouvez en profiter pour vous rappeler une remarque concernant les échelles de temps qui parfois peuvent être petites, comme c'est le cas pour le biochimiste qui va utiliser la fraction de seconde pour étudier les réactions du métabolisme. Et puis vous pouvez prendre conscience aussi des échelles de temps qui sont grandes. Ce sont celles utilisées par les paléontologues, par exemple, qui vont travailler avec des millions d'années. Et puis, après avoir pris conscience de ces échelles de temps, peut-être qu'à nouveau, vous pouvez revoir un organisme, des organismes, et prendre conscience de la diversité des organismes, ce que l'on appelle assez classiquement la biodiversité. Vous rendre compte qu'elle est très importante, qu'une petite partie a été décrite, à peu près 2 millions d'espèces ont été décrites. Il y en a énormément, peut-être 8, peut-être 80 millions, peut-être plus, qui n'ont pas encore été décrites. Donc vous pensez à ces espèces, et peut-être que vous avez envie de vous attarder sur cette notion d'espèce que l'on peut envisager comme étant un peu une forme d'unité de base, justement, dans le cadre de ce qu'on appelle la systématique, qui est cette science qui va tenter de réaliser une classification du vivant. Donc vous prenez conscience de cette notion d'espèce, qui est ce que l'on peut appeler un taxon de base, qui est un concept aux facettes multiples, pour lequel nous avons donné une définition qui correspond à la définition de l'espèce biologique. Donc vous prenez conscience de cette notion d'espèce, l'espèce biologique, dont la définition se base sur le critère d'interfécondité qui date des années 1940 et qui a été proposé par Ernst Mayr. Donc vous prenez conscience de ce que cela signifie, le fait que des organismes qui appartiennent à une espèce donnée vont pouvoir se reproduire entre eux et donner naissance à une descendance fertile, et le fait que ces organismes sont tout simplement isolés d'un point de vue reproductif des autres espèces. Et puis en pensant justement aux espèces, peut-être que vous pouvez penser à la façon de nommer les espèces et repenser alors à la nomenclature binominale proposée par Linné en 1758. Peut-être que vous pouvez voir les deux noms qui nomment une espèce, le premier mot qui est le nom de genre, le deuxième mot qui est le nom d'espèce, comme dans le nom de notre propre espèce, Homo sapiens. Et puis peut-être que vous pouvez penser que nous, Homo sapiens, nous avons eu toute une histoire. Peut-être que vous pouvez voir justement cette histoire sous forme métaphorique, peut-être sous la forme d'un arbre. Et peut-être que le fait de voir cet arbre vous fait penser à la classification actuelle qui tente justement de refléter les relations de parenté qui existent entre les êtres vivants. Donc vous visualisez cette classification, ces relations de parenté entre êtres vivants, puis vous remontez vers la racine de cet arbre, cette sorte d'arbre généalogique, et vous pouvez observer la première ramification avec 3 branches, celle des bactéries, celle des archées et celle des eucaryotes. La branche des eucaryotes dans laquelle nous nous situons. Peut-être qu'en remontant justement sur cette première ramification, vous pensez à l'origine de la vie. Alors peut-être que justement vous pouvez visualiser l'apparition de la Terre il y a 4,6 milliards d'années,
sur cette terre, des éléments inertes, et puis à un moment donné la vie qui va apparaître avec la première cellule. Cette première cellule qui va donner naissance à tout un tas de lignées dont la plupart sont éteintes. Mais peut-être que vous pouvez aussi visualiser un élément vivant qu'on peut nommer Lucas, qui est le dernier ancêtre commun à tous les êtres présents actuellement, le dernier ancêtre commun, qui correspond à une population, correspond à tout un ensemble en fait de cellules. Et donc vous pouvez voir cette histoire de la Terre et puis cette histoire de la vie qui est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Et donc vous pouvez peut-être penser à la définition de la vie, la matière avec son organisation particulière, deux processus, le métabolisme et la reproduction, la cellule, qui est l'unité fondamentale du vivant. Et peut-être que vous vous interrogez concernant certains éléments, certaines entités qui sont ce que l'on appelle les virus, et vous demandez la question, est-ce qu'il s'agit d'être vivant ou pas? Et constatez que finalement on se trouve avec ces éléments, les virus, dans un espace, dans une sorte de zone nébuleuse que l'on peut situer entre l'inerte et le vivant. Et donc à nouveau, vous pouvez prendre du recul sur votre écran mental, vous pouvez voir tous ces organismes, vous pouvez voir tous ces éléments que nous venons de visualiser à nouveau avec votre propre organisation, avec vos propres représentations. Et puis vous laissez tout simplement tous ces éléments s'inscrire en vous, doucement mais sûrement. Et puis je vais vous proposer de laisser toutes ces images repartir, mais vous savez qu'elles sont en vous, que vous pourrez les convoquer quand vous le souhaiterez. Et je vous propose de revenir aux sensations qui sont les vôtres. À nouveau, vous prenez conscience de la détente de votre corps, la détente de vos bras, de vos jambes, du tronc, de votre cou, de votre tête. Prenez conscience donc de toutes ces sensations agréables de détente, et puis peut-être que vous pouvez aussi retrouver les points d'appui de votre corps, les appuis de vos bras, de vos jambes, les appuis des différentes parties du tronc. Et puis je vais vous proposer tout simplement de vous rediriger vers votre état d'éveil habituel. Donc à nouveau, vous allez revoir la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez peut-être toujours les yeux fermés, mais vous revoyez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous sentez que le fait de revoir la pièce vous permet de retrouver votre énergie d'éveil. Vous allez aussi réentendre l'environnement sonore de la pièce dans laquelle vous êtes. Et ça aussi, vous sentez que ça vous permet de remonter, de retrouver progressivement votre état d'éveil. Et peut-être que vous avez envie de vous étirer en remuant les doigts de pied, en remuant les mains. Vous pouvez vous étirer autant que vous le souhaitez de façon à retrouver votre tonus d'éveil. Et puis, vous pouvez faire aussi des grandes respirations profondes et toniques de façon à retrouver toute cette énergie d'éveil. Vous pouvez bien sûr faire des respirations sonores en inspirant et puis en expirant, en faisant du bruit. Si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler de cette façon ces grandes respirations pour retrouver tout votre dynamisme d'éveil. Et je vous laisse terminer ce retour à l'éveil. Et vous pourrez réécouter cette séance si vous le souhaitez ou simplement y repenser. À bientôt.